Donc on attend, bonjour à tous. Donc on attend juste Smaïl Zouine, notre troisième intervenant, pour qu'il se connecte et puis aussi permettre aux autres participants de se connecter. Donc on est à plus d'une quarantaine déjà de participants qui se sont connectés à notre talk, ou notre webinaire. Donc 2-3 minutes et puis on va démarrer donc ce webinaire. Alors bien sûr, on va vous expliquer un peu le déroulement dès le démarrage du webinaire. Smaïl, il est en train d'arriver. Smaïl, tu es là? Oui, je suis là. Ok, très bien. Merci. Avec plaisir. Bonjour à tout bien, le monde. donc je pense qu'on va démarrer. Au nom de tous les intervenants et au nom de l'Académie régionale de transport et de logistique du Nord et de Certi Trust Group, nous vous remercions pour votre participation à ce webinaire qui porte sur la réglementation HSE, un sujet aujourd'hui d'une importance vitale pour les entreprises. Donc, on a aujourd'hui avec nous Si Mu'tamid Ben Andalusi, qui va se présenter tout à l'heure, mais qui est un chef d'entreprise. Son entreprise est certifiée en normes ISO depuis plusieurs années. C'est aussi un acteur très actif dans le domaine professionnel, notamment dans les associations professionnelles en relation avec son secteur d'activité, à savoir la logistique et les transports. Donc, je vais le laisser présenter ses activités. Nous avons Ismaël Zouine, qui est un grand spécialiste de la conformité légale et réglementaire. Donc, il présentera aussi son parcours tout à l'heure au début de son intervention. Donc, je les remercie infiniment pour d'avoir accepté de participer et co-animer donc ce webinaire. Alors, la réglementation HSE, donc moi-même, j'ai oublié de me présenter. Donc, c'est Omar Benaïcha, je suis le directeur général Afrique chez Certitrust. Je suis basé à Casablanca. Et comme je disais, l'intérêt de cette thématique n'est plus à démontrer, puisque d'abord, au Maroc, depuis une vingtaine d'années, la réglementation HSE s'est beaucoup renforcée sur les 3 dimensions, que ce soit la santé, l'hygiène au travail, que ce soit la sécurité au travail, que ce soit l'environnement. Le Maroc est vraiment un modèle, un précurseur dans un certain nombre de domaines, puisque nous avons une législation assez développée, assez dense. Donc, tout à l'heure, Ismaël, il reviendra sur le détail de notre réglementation. Nous avons aussi au Maroc, depuis une vingtaine d'années, un mouvement intense de certification des entreprises, et notamment par rapport aux normes qualité, sécurité, santé, sécurité et environnement. Comme vous le savez, ces normes aujourd'hui sont toutes les 3 alignées, puisque les normes ISO 9001 exigent de respecter la réglementation applicable aux produits et services, et toute réglementation en relation avec finalement ce qu'on vend ou ce qu'on preste aux clients. Le volet santé sécurité au travail, et je dirais hygiène santé sécurité au travail, avec d'abord le Code du travail en 2004, ces textes d'application et tous les textes déjà qui existaient avant relatifs aux risques industriels et liés aux activités classées, aux activités réglementées, est aussi un domaine assez riche aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui une législation, j'ai l'habitude de dire, qui est pratiquement au même niveau que la législation dans un pays comme la France, au niveau du cadre. Alors, bien sûr, au niveau de l'implémentation et de la mise en place, on a encore beaucoup d'efforts à faire, mais c'est quand même une réglementation assez développée, assez contraignante. Et sur le dernier volet qui est l'environnement, comme vous le savez depuis déjà depuis le gouvernement de l'alternance et le début du nouvel règne, avec le premier déjà gouvernement Yousfi, il y avait un effort extrêmement important sur le volet environnemental, avec les lois de protection de l'environnement, des lois d'impact sur l'environnement, des lois de protection
donc du littoral, et des lois relatives à l'eau, à l'air, le sol, etc. Donc sur le volet environnemental, le Maroc aussi a développé un arsenal extrêmement important qui maintenant a tous les leviers d'application pratiquement. Le dernier sujet qui est la gestion des déchets a finalement eu son texte d'application il y a quelques mois. Et donc aujourd'hui, la réglementation est assez développée. Donc ça, c'est un constat, c'est un fait. Maintenant, au niveau de l'entreprise, pourquoi la réglementation HSE est un moyen pour avoir une longueur d'avance, pour être compétitif? Si Tamid va revenir sur ça tout à l'heure, mais aujourd'hui, il n'y a pas un seul patron à qui vous parlez et à qui vous dites qu'il y a telle ou telle exigence qui est applicable à l'entreprise qui va vous dire non, 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 on n'a pas de moyens, on n'a pas de temps pour regarder ce sujet. La plupart des patrons aujourd'hui dans les entreprises structurées, dans les entreprises qui sont dans des démarches de progrès, sont extrêmement sensibles à la réglementation, à ces exigences. D'abord parce qu'ils savent qu'eux-mêmes, déjà en tant que patrons, ils ont des responsabilités par rapport à l'application et au respect de la réglementation. Et deuxièmement, parce qu'ils savent que le respect de la réglementation est un pilier de la compétitivité de l'entreprise. Si vous perdez une autorisation d'exploiter ou vous n'arrivez pas à obtenir une autorisation pour une nouvelle activité, ben vous savez que très souvent, ça se traduit en perte de revenus, ça se traduit en perte financière, ça se traduit même des fois, dans le cas d'accident, à des problèmes ou à des impacts sur la réputation de l'entreprise. Alors, ça touche aussi la confiance qu'ont les actionnaires avec le dirigeant, lorsqu'on a une entreprise qui ne respecte pas la réglementation. Mais aussi, ce qui est important, c'est que la réglementation, il permet de mettre à pied d'égalité les entreprises, il permet de protéger les employés, il permet de préserver l'environnement, il permet enfin à l'entreprise de vivre et d'opérer en harmonie avec son environnement et en harmonie avec son écosystème. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire beaucoup d'audits, de coacher des équipes pour faire des prestations HSE. J'ai lancé beaucoup de prestations HSE dans mes différentes vies professionnelles. J'ai suivi et accompagné un peu l'évolution de la réglementation au Maroc. Et je me réjouis aujourd'hui de la densité de cette réglementation, de la présence de compétences aujourd'hui au Maroc sur ces différents sujets. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cursus de formation sur les métiers HSE. On a beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui connaissent la réglementation plus ou moins, mais qui se perfectionnent à ce niveau-là. On a des solutions, Smaïl tout à l'heure va revenir sur ça, qui permettent aussi à l'entreprise d'être guidée, d'être accompagnée. Et Simon Tamid, bien sûr, ne partagera aussi sa propre expérience. Donc, voilà plus ou moins ce que je voulais vous dire. Et les questions-réponses, on va les garder à la fin. Donc, on prévoit 15 minutes d'intervention pour chaque intervenant. Donc, moi, je finis mon intervention dans quelques instants. Et après les 3 interventions, donc dans à peu près 45 minutes, 50 minutes, on va ouvrir le débat. Donc, d'ores et déjà, si vous avez des questions, vous pouvez les saisir dans l'onglet questions et réponses. Asma, qui modère, que je remercie au passage aussi, qui suit avec nous ce webinaire, va compiler ces questions et on va les traiter à la fin des interventions et on va apporter les réponses nécessaires. Donc, n'hésitez pas à poser toute question, que ce soit une question d'ordre général, que ce soit une question spécifique par rapport à une réglementation, que ce soit une difficulté que vous avez aujourd'hui au niveau d'entreprise à trouver une exigence ou à comprendre des exigences. Donc, dans la mesure du possible, nous allons essayer de répondre à vos questions. Autre chose pour finir, ce webinaire est enregistré. Donc, si jamais vous avez une objection, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Mais surtout, pourquoi nous enregistrons le webinaire, c'est pour pouvoir le mettre à votre disposition. Si vous n'avez pas le temps d'aller jusqu'au bout aujourd'hui, ou si parmi nos collègues, il y a des gens qui sont intéressés, ils pourraient revisionner ou visionner l'enregistrement pour partager un peu ce moment d'échange qu'on va avoir ensemble d'ici 17h15, 17h30, on va dire. Voilà, donc je vais passer la parole à Simon Tamid Bedlandalussi, donc directeur général de FTA, Future Transatlantique. Je te laisse te présenter, Simon Tamid, et puis entamer ton intervention. Et merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Merci. Bonjour à tous. D'abord, merci à Omar Ben Aïcha, notre ami, nous associer à ce talk webinaire et nous associer aussi à votre prestigieuse
organismes de certification. C'est un honneur pour notre académie de participer à ce talk. Voilà, je m'appelle El-Mu'tamid Abdel-Andalousi. Mon domaine d'expertise, c'est le transport logistique et en général le commerce international, le commerce extérieur. C'est vrai, aujourd'hui, l'expérience a démontré que l'importance un petit peu de se conformer ou d'adhérer aux exigences des normes en général et notamment réglementaires, surtout dans notre domaine de transport et logistique et le transit. C'est un domaine très réglementé avec des exigences nationales et internationales, à part, bien sûr, tout ce qui est certification où les entreprises au haut niveau ils veulent se conformer ou répondre à des exigences, des normes de plusieurs normes. C'est vrai que la première des choses, c'est qu'il faut avoir l'engagement de la direction ou l'engagement de chefs d'entreprise pour faire adhérer l'ensemble des partenaires ou l'ensemble des collaborateurs à croire au challenge, c'est-à-dire aux défis qu'ils tracent pour un petit peu pour l'entreprise ou pour les objectifs souhaités. Et là, on peut dire à partir de l'engagement du leader, tous les collaborateurs essayent un petit peu de suivre ou un petit peu de, comment dirais-je, d'adhérer à ce qui est tracé ce qui est tracé un petit peu dans la stratégie de l'entreprise en termes de certification, en termes de respect de réglementation. C'est vrai comme ce que vous avez dit, aujourd'hui, le non-respect d'une réglementation, surtout dans le domaine de transport international, logistique ou commerce international, les retombements sont vraiment très lourds par rapport aux amendes, par rapport au retrait d'exercer la profession et à part, bien sûr, des problèmes avec clients ou fournisseurs. À part ça, aujourd'hui, ce qu'il faut aussi mettre en valeur, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qui est normes, quand on essaie un petit peu de se conformer, il faut les faire valoir un petit peu, faire valoir les avantages. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, sur la catégorisation en douane, les entreprises qui adhèrent ou ils obtiennent le statut d'opérateur économique agréé, soit facilitation, soit sécurité, sûreté, ont un grand avantage ou beaucoup d'avantages, toute une liste d'avantages avec l'administration de douane. Ça veut dire aujourd'hui une fluidité sur les passages portuaires, une fluidité par rapport à l'enlèvement de marchandises, et, une facilitation aussi avec les clients parce que il y a un respect, beaucoup d'exigences par rapport comment dirais-je, les exigences sur tout ce qui est réglementation du commerce international. Et tout ça, il faut un petit peu le faire valoir auprès des administrations. Aujourd'hui, c'est vrai que l'opérateur économique agréé était initié par l'administration des douanes qui vous offre toute une panoplie de facilités, surtout sur la liste A et la liste B, à part la liste, tout ce qui est sûreté et sécurité. Là, vous avez à la carte, ça veut dire que vous pouvez même négocier avec l'administration de douane les avantages spécifiques. Mais on essaie aussi de faire valoir cette catégorisation auprès d'autres administrations. Alors, ceux qui ont une catégorisation, par exemple, avec l'administration des impôts, aujourd'hui, surtout dans le Nord,
comme les industries ou le commerce est orienté vers l'export, tout le monde a des dossiers de remboursement de TVA et avec une catégorisation fiscale, vous avez un traitement privilégié pour l'introduction des demandes de remboursement de TVA et ça, vous avez des retombées directes sur la trésorerie quand vous avez un traitement privilégié ou un traitement plus rapide pour les demandes de remboursement de TVA, ça impacte directement positivement sur votre trésorerie. Alors, bien sûr, si on parle en général sur le respect de la réglementation, vous évitez ou vous identifiez tout ce qui est gestion de risque. Vous avez un petit peu une visibilité sur la pérennité ou la continuité des activités de l'entreprise. Vous avez des points forts pour tout ce qui est compétitivité par rapport à vos concurrents. Et normalement, tout ce qui est réglementation ou certification fait hausser le niveau, soit des collaborateurs, mais en général, hausser le niveau aussi de la prestation des services prestés ou de la qualité du produit que vous commercialisez. Si vous voulez, je vais partager un petit peu l'écran avec vous pour vous présenter un petit peu l'académie, le bras droit un petit peu de FTA en termes de formation et d'accompagnement. Alors voilà, un petit peu mon domaine d'expertise, là où je suis sollicité, un petit peu sur avec la SMEX, la CGM, la Chambre du commerce belge. Voilà, on essaie d'être une force de proposition pour tout ce qui est un domaine d'expertise du transport logistique et le commerce international. L'académie, initialement, était autorisée par le ministère du Transport et de la Logistique pour un petit peu accompagner le secteur pour la carte professionnelle, mais on a un petit peu élargi le spectre de l'accompagnement pour aller sur la certification, catégorisation et le respect des normes, et pour hausser un petit peu le niveau de secteur, parce qu'aujourd'hui, c'est un secteur encore jeune, la logistique au Maroc. N'oubliez pas que aujourd'hui, de la logistique qu'ils ont l'habitude de consommer en Europe ou ailleurs. Et aujourd'hui, notre souci, c'est un petit peu de hausser le niveau de compétences des entreprises, notamment les collaborateurs et les prestations de services. Et tout ça ne peut être haussé que par l'accompagnement, le respect des normes, l'adhésion à des certifications. Voilà un petit peu nos partenaires, le club. On a même un club, on a créé un club qui s'appelle le Club des opérateurs économiques agréés, un petit peu pour échanger sur les bonnes pratiques et négocier ensemble les avantages auprès de la douane, auprès de l'administration fiscale et auprès de l'office de change. Mais on essaie un petit peu aussi de faire valoir cette certification auprès d'autres organismes, notamment comme les ports, Congemed et autres. Bien sûr, nous avons le souci aujourd'hui de l'empreinte carbone. Nous avons notre partenaire, nous avons la chance d'avoir à Tanger l'Institut des énergies renouvelables avec lequel on collabore beaucoup. Il y a aussi, bien sûr, les GIAC et la Banque européenne.
Voilà quelques références. Domaine d'expertise, on va en parler un petit peu. Aussi, l'Académie est mandatée par GIZ pour l'implémentation du projet Tamine. Le projet Tamine consiste à faire une expérience aujourd'hui au Maroc de la formation professionnelle au milieu de travail. Aujourd'hui, alhamdoulilah, l'expérience avec les 75 jeunes qu'on a introduits auprès des entreprises, que ce soit de logistique ou l'IT, ont tous, presque tous trouvé l'embauche parce que l'entreprise les a testés un petit peu, les a formés et à la fin, ils restent avec l'entreprise. Bien sûr, pour implémenter tout ça, nous avons accompagné les tuteurs avec des formations pour être qualifiés à transmettre le savoir-faire aux jeunes. Voilà quelques réalisations qu'on a fait avec l'ICMTR, c'est-à-dire l'Institut de formation professionnelle de l'OFPT à Tanger, où on a réhabilité avec un don de GIZ, on a réhabilité l'anthropopédagogie qui a coûté à peu près 1 million de dirhams. Voilà un petit peu ce qu'on peut offrir aujourd'hui, tout ce qui est conduite rationnelle, conduite économique. Voilà quelques séminaires sur une réglementation, surtout l'empreinte carbone. Vous savez, le défi de demain pour les exploitations marocaines, c'est le bilan carbone et la maîtrise du bilan carbone. Voilà, aussi, nous avons un souci pour tout ce qui est sécurité routière. On accompagne un petit peu les entreprises sur ce volet-là. Voilà quelques slides de formation. Et voilà, avant de conclure, je peux même un petit peu partager avec vous. On va faire une séance de formation bientôt. On peut, Mohamed, Oui. on peut le laisser à la fin. D'accord, très bien. On le laisse à la fin. Je voulais juste passer la parole à Smaïl pour aborder aussi un peu le vif du sujet. Et après, on va revenir sur ce qui est prévu pour la prochaine fois. Si Smaïl, à toi la parole. On ne t'entend pas, Smaïl. Ton micro est coupé. Merci Omar, merci Sima Chamid pour l'occasion de discuter autour de la table réglementation HSE. Je vais partager un document qui servira comme base. En bas, tu as partagé l'écran. De discussion. Alors, si tu l'as pas, Smaïl, tu peux commencer. Moi, je vais te partager le document. Je vais partager. Et ben voilà, ça sera. Alors, on parle tout d'abord. Je vais essayer de parler un peu historique du droit HSE au Maroc, avant de passer à l'évolution technico-juridique et la mise en pratique de cette réglementation au bout d'un siècle. Et je vais essayer de signaler comment anticiper et maîtriser le risque technico-juridique HSE concrètement. Alors, avant de parler historique, je veux bien signaler l'architecture, comment est l'architecture de la réglementation marocaine.
Ça se voit clairement dans la pyramide normalisée de la réglementation. La base, elle est riche normalement en textes d'application concrètes qui définit les règles pratiques de la mise en conformité. Si on voit notre réglementation, d'une manière générale, on voit beaucoup de législation qui fixe les stratégies et les objectifs que le législateur souhaite instaurer, plutôt que de la réglementation concrète pour la mise en pratique des choses à l'échelle industrielle. Donc, cela signifie que la mise en pratique de cette législation reste toujours confrontée à des problèmes d'interprétation, des exigences de pertinence des plans d'action de mise en conformité. Et c'est vraiment ce qu'on va essayer de toucher à travers cette discussion. Alors, si on parle historique, tout le monde sait que la réglementation a démarré en 1914 avec la publication du Dahir 25 août 1914 qui structure un peu les établissements classés au Maroc. Il est toujours le texte de référence pour classer les industriels au Maroc. Ça, essentiellement en termes d'environnement. Et après, il y a la loi, le Dahir des obligations et contrats du 12 août 1930 qui oblige les employeurs à prendre en compte la sécurité de leurs salariés. Donc, ça a démarré comme ça. Et après, il y avait les Dahir qui ont traité beaucoup de thématiques avec un rythme un peu qui suit l'évolution économique du Maroc depuis 1950. Mais particulièrement, on voit que l'arsenal juridique, il a commencé à travailler la base moderne des lois et des textes réglementaires. Et ça a démarré par la publication de la loi de l'eau en 1915. Puis, il y avait une série de textes de base, cadres, qui ont ciblé l'aspect HSE d'une manière spécifique. On voit en 2003, il y avait le Code du travail qui a donné tout un chapitre pour l'aspect HSE. En 2014, il y avait la Charte nationale de l'environnement et du développement durable qui a essayé de cadrer ce qu'on appelle le Code de l'environnement. Et ça fait 2 ans que la loi de l'évaluation environnementale stratégique a vu le jour pour répondre à certaines contraintes de la loi 1203 relative à l'étude d'impact sur l'environnement. Donc, vraiment, le rythme ces dernières ça a bougé et ça explique l'évolution économique du Maroc qui nécessite un arsenal juridique pertinent et capable d'accompagner le défi auquel les promoteurs sont rencontrés au Maroc. Alors, si on se permet de critiquer un peu d'une manière générale la réglementation avant qui commence au Maroc, qui commençait au Maroc, ça veut dire le Maroc, on commence à publier des lois qui recommandent, ils conseillent, mais ils n'imposent pas. Le bon exemple, c'est la loi de la Charte nationale de l'environnement qui fixe beaucoup d'objectifs, beaucoup de cadres.
mais il n'impose pas d'une manière concrète des choses pratiques. Il y a le deuxième phénomène, c'est le conflit de conformité. On connaît notre réglementation. Le bon exemple dans ce sens, c'est le droit qui régit les études d'impact sur l'environnement, où on voit très clairement l'intersection des pouvoirs de qui fait quoi, qui laisse à côté l'efficacité de la mise en œuvre de telle loi ou telle réglementation. Donc ça, c'est bref pour faire un petit commentaire sur l'architecture de la réglementation marocaine, essentiellement HSE. Alors, pour traiter l'évolution technico-juridique de la réglementation, j'ai choisi trois exemples, la loi de l'eau et la loi de l'évaluation environnementale et un projet cadre de la loi 55-17 sur la santé et la sécurité au travail. Alors, la loi 95-00 de l'eau, qui a été abrogée sous réserve de publier les textes d'application de la loi 36-15. On ne va pas traiter toute la loi, etc., parce que le temps ne va pas nous suffire pour traiter tous les enjeux et les valeurs ajoutées de cette modification, mais essentiellement, il a traité, il a réorganisé un peu les tâches des administrations qui s'occupent de l'eau, commençant par les communes rurales, les agences de bassins hydrauliques et les régies en matière de gestion du domaine hydraulique public. Il y a un point très important, c'est la mise en valeur et l'utilisation des eaux. C'est parmi les lacunes de la loi 95, c'est que pour réutiliser les eaux usées ou pour utiliser tout simplement les eaux de pluie, il n'y a pas clairement la procédure exacte à faire pour pouvoir profiter de cette ressource. Il y a également la gestion des risques liés à l'eau, comme les inondations, la sécheresse. L'idée, c'est d'instaurer un système de détection et d'alarme proactif à ces phénomènes pour faire face à ce genre de risque. La loi de l'évaluation environnementale qui traite essentiellement et qui vient comme cadre moderne pour traiter les lacunes, entre parenthèses, relevées suite à l'application de la loi 1203 relative aux études d'impact sur l'environnement. Donc, depuis 2003, quasiment 15 ans d'application de la loi, et suite au retour d'expérience, la loi a été revue pour être beaucoup plus personnalisée au secteur de l'industrie et des projets qui sont en cours au Maroc. Donc, elle a commencé par les politiques publiques et les programmes, les stratégies et les plans de développement sectoriel et régional qui prévoient pas d'une manière concrète les dispositions en matière d'environnement. J'ouvre une parenthèse, souvent la partie contrôle des dispositions environnementales dans les projets étatiques est un point qui est souvent délaissé en raison effectivement de l'intersection des pouvoirs de l'administration. Il y avait parmi les défaillances aussi de la loi 1203, c'est qu'il a laissé les entreprises qui existaient avant 2003 sans contrôle environnement. Il a proposé d'instaurer ce qu'on appelle l'audit environnemental périodique pour toutes les entreprises et organisations qui n'ont jamais été auditées ou ils n'avaient pas d'études d'impact sur l'environnement validées.
ainsi que la simplification de la procédure de l'étude d'impact environnement. Actuellement, il y a beaucoup d'entreprises qui existent après 2003, après 2010 même, et qui sont pleinement soumis aux dispositions de la loi de l'étude d'impact environnement, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, dans un plan de correction, leur plan de mise en conformité, ils rencontrent la contrainte qu'ils ne peuvent pas corriger cette non-conformité, vu que l'étude d'impact sur l'environnement est une étude préalable au projet, et le fait qu'un projet soit autorisé par dérogation ou par une simple non-conformité, ça ne laisse pas le choix de la refaire après. Donc, c'est parmi les défaillances de la loi 1203 qui n'a pas donné de solution pour les industriels qui existaient et qui continuent à exister en dépit de l'obligation d'avoir un plan de surveillance environnementale validé par les commissions régionales ou nationales. Troisième point, c'est le projet de loi 55-17 qui va structurer un peu la réglementation SST. Et cela, c'est vraiment pour répondre à l'accord que le Maroc a signé une convention, la convention 187 de l'Organisation internationale de la santé. Donc, il se retrouve obligé de mettre ce qu'il faut comme législation pour organiser d'une manière pertinente les exigences SST sur tous les secteurs, toutes les fonctions. Deux points essentiels qui sont cités dans le préambule de la loi: avoir une vision unifiée en matière de politique de prévention des risques professionnels et actualiser les lois et les réglementations face aux nouvelles situations et transformations du secteur économique. Essentiellement, les objectifs sont essentiellement éviter les risques, évaluer les risques, combattre les risques à la source, adapter le travail, tenir en compte l'évolution de la technique, donner la priorité aux mesures de protection collective, donner les instructions et les consignes et un accompagnement approprié aux travailleurs. Donc, on sait très bien que la réglementation SST au Maroc, actuellement, elle existe éparpillée entre le Code du travail et pas mal de DAHIR qui sont anciens. Donc, cette loi, il va organiser un peu l'ensemble des exigences SST d'une manière intelligente et ciblée pour faciliter la mise en application. Alors, si je résume bien, donc il y a beaucoup de législation qui manque beaucoup de textes d'application, ce qui complique un peu les plans de mise en conformité. Ça, mis à part certaines lacunes que les lois, étant en première expérience de la mise en application, ils remontent souvent des lacunes, d'où la nécessité d'avoir de la formation nécessaire dans ce sens et un processus de maîtrise de l'ensemble de ces obligations, que ce soit réglementaire ou normatif. Voilà, donc les normes aussi, j'ai oublié de signaler les normes qui complètent en grande partie la réglementation et la mise en application de la réglementation. Alors, tout simplement, un processus de veille réglementaire montre… Smaïl, peut-être tu voulais parler des normes d'application obligatoires, Yak. Exactement. C'est un point important à préciser. Exactement, les normes d'application obligatoires pour le secteur privé et toutes les normes pour le secteur public. Étant donné que pour une organisation publique, toutes les normes marocaines qui sont rendues d'application obligatoire ou non, il devient par obligation de la loi obligatoire.
Donc, il y a ça qui renforce un peu, en grande partie, l'arsenal juridique HSE au Maroc. Alors, la valeur ajoutée d'un processus de veille réglementaire, c'est vraiment, ça permet de maîtriser, d'anticiper, on parle de l'anticipation des opportunités et risques, d'anticiper dans les stratégies, les prochaines évolutions et investissements face aux modifications de certaines lois. Donc, ça commence par l'identification des exigences, que ce soit des exigences qui sont là, qui sont publiées, ou bien qui sont en projet pour planifier les changements éventuels des stratégies. Donc, identifier les exigences réglementaires, c'est une étape qui est pertinente. Sur la base de cette identification, on monte les exigences, on filtre parmi l'arsenal global les exigences qui s'appliquent directement ou indirectement sur le périmètre d'activité, et on passe à l'évaluation de la conformité pour engager un plan de mise en conformité. tout le monde est censé d'être conforme. Voilà, avec un processus d'approche, avec une approche de PDCA. Ça veut dire que c'est un processus qui continue dans le temps et qui s'alimente tout le temps par les exigences et les obligations réglementaires. Et c'est ce qui fait bouger le taux d'amélioration de la conformité réglementaire d'une manière significative. On voit très bien, j'ouvre la parenthèse si j'ai encore un peu le temps, j'ouvre parenthèse, le fait, on sait tous qu'actuellement, vu le phénomène de la sécheresse, il y avait la loi 2016 qui a donné, la loi 2016 qui a modifié la loi 95-00, la loi de l'eau, la nouvelle loi de l'eau, qui a donné le pouvoir aux agences de bassins hydrauliques de rédiger des plans d'urgence qui peuvent aller jusqu'à limiter certaines activités. Donc, les investisseurs ou bien les promoteurs économiques qui utilisent essentiellement de l'eau ou les ressources hydrauliques publiques se retrouvent actuellement face à cette contrainte de la disponibilité de l'eau. Donc, on voit la nécessité de planifier et d'anticiper les changements pour ne pas avoir de contraintes comme le bon exemple. Actuellement, il y a une limitation des activités de lavage qui utilisent directement l'eau de boisson ou l'eau publique. Donc, l'intérêt d'avoir une veille réglementaire, une veille des obligations de conformité dans le cadre d'un processus d'audit normalisé. Je me permets de vous présenter en quelques instants, parmi les solutions qui existent dans le marché, il y a la solution Legaliox. C'est une solution de veille légale et réglementaire et normative. On peut dire que c'est une solution de gestion des obligations de conformité qui reprend toute la réglementation marocaine, HSE et d'autres secteurs pour faciliter ce processus allant de l'identification des exigences applicables à l'amélioration du taux de conformité par les plans d'action et d'amélioration continue, en passant par la mise à jour en permanence de la base des exigences applicables, mise à jour via les alertes et les notifications périodiques. Voilà, quelques photos des tableaux de bord pour un peu maintenir la vision ciblée sur l'évolution du taux de conformité et ainsi maîtriser le risque technique-juridique.
Voilà, pour ne pas aller trop loin, je vous laisse un peu le temps pour traiter les questions et personnaliser un peu les discours. Je vous remercie de votre écoute. Merci, Monsieur Ismail, pour cette présentation très riche en matière d'information. On va maintenant passer aux questions pour laisser. On a une question de Madame Saïda Msmoud qui demande l'impact de l'application de la nouvelle loi TMD sur les entreprises de transport et sur les entreprises utilisatrices. Alors, qui souhaite répondre à cette question? Ismail, il y a une loi qui a été adoptée en 2005. En fait, en 2006-2008, mais c'est la loi 1505, si ma mémoire est bonne, sur le transport des matières dangereuses. Avec la loi, les textes d'application d'IALA, ils sont sortis ou pas? Il y avait en fait beaucoup de relations entre la loi, entre cette loi et la loi qui a sorti en 2011 qui parle du transport des marchandises dangereuses. C'est essentiellement qui a repris, qui a transposé la réglementation ADR en grande partie sur le territoire marocain, mais il manque beaucoup de décrets d'application dans ce sens. C'est moi, Tamid. Effectivement, la loi, elle est là, mais les textes d'application sont toujours en élaboration. Justement, on travaille avec notre ministère sur les textes d'application. Le Maroc est accompagné par un grand cabinet européen pour l'implémentation des textes d'application, mais la loi, elle est là. Et les textes d'application ont trop tardé à être mis à jour. Exact. Alors, juste pour expliquer à l'audience un peu cette question de texte d'application, c'est que lorsque les lois ils sont votées. D'abord, une grande différence entre les lois et les décrets et les arrêtés, c'est que les lois sont votées au Parlement. Donc, une fois les lois sont votées à la première chambre, à la deuxième chambre, ils sont validés, ils sont publiés au bulletin officiel. Et comment ils sont publiés au bulletin officiel? Ils sont publiés à travers un daïr qui va les promulguer, ce qu'on appelle une promulgation. Donc, une fois la loi elle est promulguée et elle est publiée au bulletin officiel, cette loi ne peut être applicable que si les décrets d'application, notamment le décret d'application, très souvent il y a un décret principal, d'autres décrets et des arrêtés, qui permet de dire voilà comment on va appliquer cette loi. D'ailleurs, lorsque vous lisez la plupart des lois, y compris le Code du travail, etc., la loi sur l'eau, etc., vous allez voir que dans beaucoup d'articles, la loi dit qu'un texte réglementaire sera adopté pour définir comment on va faire telle ou telle chose. Par exemple, si je prends la loi sur l'eau, par exemple, il y avait un article qui parlait des limites de rejet, donc liquide. Donc, la loi ne va pas définir les limites. Donc, il va dire qu'un autre texte réglementaire va être adopté qui va définir les limites. Parce qu'avec le texte réglementaire, il peut bouger. C'est-à-dire, on peut définir des limites qu'on peut modifier, qu'on peut compléter, etc. Donc, on ne va pas à chaque fois revenir modifier la loi. L'EIA, il suit un processus lourd d'élaboration, etc. Donc, je ferme juste la parenthèse. Je te cède la parole à Asma pour la deuxième question. Un petit rajout aujourd'hui sur l'ADR. Le Maroc a ratifié la Convention internationale d'ADR, ce qui fait aujourd'hui les entreprises s'inspirent un petit peu des bonnes pratiques internationales pour sur tout ce qui est manipulation, surtout les bonnes pratiques, en attendant de voir les textes d'application voir le. Merci, Monsieur Ibn Aïcha. Merci, Monsieur Mouazamid, pour vos réponses. On va passer à une deuxième question. Monsieur Ali demande comment vous prévoyez une application efficace de la réglementation HSE au niveau des industries. Tu peux reprendre, Asma, la question, repose la question, on n'a pas bien compris. D'accord. Comment vous prévoyez une application efficace de la réglementation HSE au niveau des industries et est-ce que vous ne voyez pas que les autorités devront réaliser des audits pour s'assurer de l'applicabilité des exigences légales et réglementaires? Je pense que Ismail a parlé de ça. Vas-y, Ismail. Oui, effectivement, toute loi, elle prévoit en fin de ces chapitres
le volet sanctions et contrôle et sanctions. Effectivement, la logique de la contrôle nous manque beaucoup au Maroc parce que quand on parle de l'aspect HSE, il y a besoin que les inspecteurs soient formés sur les disciplines HSE qui sont de nature technique. Donc, l'effectif dans ce sens, je pense qu'il est moins suffisant que le secteur industriel marocain. Ça, d'une part. Donc, l'aspect contrôle. Et après, il y a l'aspect sensibilisation l'aspect sensibilisation auquel les lois se basent pour inviter les industriels à respecter. On ne peut pas faire respecter les industriels la réglementation toujours par le moyen du contrôle. C'est un moyen parmi les autres, je pense. Absolument, effectivement. Hein, il y a une question qui a été posée sur l'efficacité de la réglementation. Effectivement, qui dit réglementation dit contrôle. Aujourd'hui, il faut quand même souligner une chose, c'est que l'État n'a pas les moyens aussi de contrôler et d'imposer le contrôle. Je rappelle juste, à titre d'exemple, la partie sur l'inspection du travail, par exemple. Vous avez aujourd'hui 1500, 2000 inspecteurs pour 250 000 entreprises ou 200 000 entreprises. Si on choisit que les entreprises qui dépassent 50 personnes et qui sont soumises, on va dire, à un niveau très strict d'exigence en matière de santé et sécurité au travail. Donc, si vous n'avez pas suffisamment d'inspecteurs de travail, comment vous allez pouvoir faire les visites et vérifier que les entreprises appliquent la réglementation pour la SST? Pour l'environnement, c'est aussi un autre sujet. Aujourd'hui, l'environnement, lorsqu'on voit les déchets qui sont jetés de façon sauvage dans la nature, les déchets de bâtiments, ou certaines pollutions dans les zones périurbaines, des cours d'eau par certaines unités industrielles, etc. L'État, comme vous le savez, a mis en place des brigades de l'environnement avec des véhicules, etc., qui ont commencé à faire des tournées. Mais aujourd'hui, les dizaines de brigades qui sont mises en place ne sont pas suffisantes pour contrôler. Donc, le contrôle seul et la sanction seule n'est pas non plus efficace toute seule. Donc, il va falloir combiner la sensibilisation, il va falloir combiner aussi l'appel à l'esprit citoyen et à au comportement citoyen, on va dire, des chefs d'entreprise pour justement essayer de respecter la réglementation. Alors, je vais finir juste par dire une chose. Il faut quand même saluer beaucoup d'entreprises, et d'ailleurs, Tanja, il y a beaucoup d'entreprises qui entrent dans ce cadre. La plupart du temps, c'est des investissements étrangers ou des filiales d'entreprises industrielles étrangères qui aujourd'hui vraiment cherchent à comprendre la réglementation. D'ailleurs, grâce à des équipes marocaines, hein, ce n'est pas nécessairement des étrangers, hein, c'est des jeunes marocains comme nous tous, qui aujourd'hui vraiment recourent à des outils de veille, ont des processus de veille, font de la veille, identifient la réglementation, mettent en place des plans d'action. Moi, j'en connais des centaines, hein. On a audité des centaines et des centaines. Donc, ils cherchent la réglementation, ils essaient de l'appliquer, même si l'inspecteur du travail ne se pointe pas à l'entrée, même si la brigade de l'environnement ne vient pas taper à leur porte, ils cherchent à se conformer, ils allouent les budgets nécessaires pour investir, faire des prestations, acheter des équipements, etc. Il faut quand même y saluer tous ces chefs d'entreprise courageux qui appliquent la réglementation malgré tout. Donc effectivement, hein, on a un syndrome d'un pays qui est en train de se développer, d'émerger, mais à un moment donné, avec la pression des parties prenantes, avec aussi la pression des clients à l'international, de proche en proche, beaucoup d'entreprises vont devoir se conformer à la législation. Merci, M. Amar, pour votre réponse. Et on va passer à une autre question liée au rapport sur l'évaluation des risques professionnels. Alors, est-ce que ce rapport est exigé par la force de la loi à toute entreprise de plus de 2 personnes? Smaïl, la question est pour toi. Oui, naturellement, oui. Le Code du travail, il impose à tout employeur, chef d'entreprise, de préserver la santé et la sécurité des salariés sans rentrer dans comment qui est précisé, par exemple, dans le cas des risques chimiques. Il y a de la réglementation qui a
qui a vu le jour il y a 3-4 ans, qui fixe le cadre d'une étude du risque chimique de A à Z, de l'identification à l'analyse au laboratoire jusqu'à la mise en place des équipements de protection collective et individuelle nécessaires pour la protection des salariés, et ça devient périodique et obligatoire pour le cas du risque chimique. Après, pour les autres cas, il y a vraiment de la législation qui fixe l'obligation globale, et ça laisse aux collaborateurs d'aller chercher les bonnes règles de l'art, les normes, pour voir la question du comment faire l'analyse du risque. Ismaël, la question n'est pas sur l'analyse des risques. La question, c'est par rapport au rapport sur l'évolution des risques professionnels. Le rapport qui doit être préparé par l'entreprise et déposé au niveau de l'inspection du travail. C'est l'équivalent du document unique en France qui est exigé un texte d'application du Code du travail. Est-ce qu'il est applicable à partir de 2 personnes? Ah, ou là, il est applicable à partir de 50 personnes, comme les autres plusieurs exigences définies. Oui, il est applicable. Effectivement, j'ai mal compris la question. Le rapport du comité de sécurité d'hygiène, il est obligatoire à partir de 50 personnes. C'est ça. À partir de 50 personnes, il y a obligation de communiquer à l'inspection régionale le rapport annuel du comité de sécurité d'hygiène qui contient parmi les chapitres l'évolution du risque professionnel dans l'entreprise. Merci Ismaël. Asma. Alors, je partage avec vous la précision de Mme Saïda Msmoud. Elle précise que la loi sur l'évaluation environnementale n'est pas encore applicable, donc on n'a pas encore les textes d'application. Oui, mais ça a été dit. Oui. C'est une loi qui n'est même pas, qui vient d'être adoptée en 2021. Et il y a 2 questions de la part de M. Mohamed Sarir qui demande comment faire pour sortir les décrets et arrêtés d'application pour compléter la loi et la faire appliquer. Sa deuxième... Oui. Ça, c'est une question politique. C'est une question qu'on doit poser au gouvernement. Bien sûr. On ne peut pas répondre, malheureusement. Ouais. Oui, voilà. Et même l'autre question, c'est par rapport si c'est bien le moment pour changer ces lois. Donc, ce n'est pas à nous de répondre. Non, par contre, le commentaire, il est pertinent parce que, bien sûr. Moi, d'ailleurs, je voulais poser la question à Ismaël, pourquoi la loi 36-15 a été adoptée alors qu'on avait une loi 10-95 sur l'eau. On avait déjà une loi qui existait. Pourquoi on a choisi une autre loi? On a décidé d'abroger la loi d'avant et de dire aussi que tant que les textes d'application de la nouvelle loi ne sont pas sortis, l'ancienne loi est toujours applicable. C'est quoi ce bazar? Effectivement, là, comme j'ai dit, l'évolution de la mise en pratique de la loi, l'expérience de 20 ans de la loi 95 a montré certaines lacunes, certaines difficultés, soit de genre administratif, soit il n'a pas clarifié, par exemple, les fonctionnalités et les pouvoirs de l'administration, chose qui laisse toujours les dossiers éparpillés. Également, il y a des lacunes. Par exemple, la loi de l'eau, il a quasiment oublié la question des eaux marines. Il n'a pas traité. Il y a beaucoup de lacunes également en matière de l'utilisation, je ne dirais pas de lacunes, mais beaucoup de complexité à avoir les autorisations de réutilisation des eaux ou les autorisations d'accumuler les eaux pour les industriels. Il y a également le point des puits qui pose problème actuellement. La loi 95-00, il a essayé de traiter en 2012 le cas des puits préexistés. Un puits préexisté, ils ont donné 12 ans de délai pour déclarer les puits existants. L'inventaire, il n'était pas efficace. Actuellement, pour ceux qui exploitent des puits non autorisés, restent non conformes, même s'ils approchent aux agences de bassin hydraulique pour les mettre en conformité.
parce qu'il n'y a pas de délai réglementaire. Donc, il y a un ensemble de facteurs qui ont dit qu'il faut optimiser la loi. Il a restructuré de manière à répondre à la situation actuelle, voilà, à la situation actuelle économique et politique. D'accord, merci. Asma. Oui, on passe à la question de M. Youssef qui demande si la loi pour les risques radioactivité n'est pas encore vue le jour au Maroc. Je peux me permettre de répondre. Il y a la loi, de l'utilisation des sources radioactives. Des sources radioactives. C'est vrai que les textes d'application ne sont pas tous sortis, mais la loi, il n'abroge pas les textes d'application de l'ancienne loi et laisse en vigueur les décrets d'application en attendant structurer la réglementation la plus adéquate pour une mise en pratique de la réglementation de ce domaine qui est vraiment pas adapté aux nouvelles technologies qui sont couramment utilisées actuellement. OK. Asma. Je pense qu'il y a une question sur les appareils à pression. Oui. Il y a une autre question sur les TMD. Alors, on constate que dans beaucoup de pays africains, c'est l'ADR, accord européen relatif au transport de matières dangereuses, qui est appliqué. Et est-ce que c'est la même réglementation qui est applicable au Maroc? J'ai déjà répondu à la question. Oui, si oui, une fois de la mise en vigueur d'une loi par le Maroc sur le TMD, comment comptez-vous oui. Asma, on a déjà répondu à la question. Donc, on va laisser juste Smaïl rappeler rapidement la loi qui existe. Il en a déjà parlé tout à l'heure, il n'y a même pas 10 minutes. Smaïl, tu peux revenir sur rapidement TMD ADR, qu'est-ce qui existe? Oui. Le Maroc, en fait, il a ratifié la convention de l'ADR depuis, si je me rappelle, en 2008-2006. Il a ratifié la convention de l'ADR. Et après, il l'a mis clairement dans la loi qui a été publiée en 2011. Il a noté que les dispositions de la convention ADR sont en vigueur en matière de transport de marchandises dangereuses sur le territoire marocain. Donc, la loi, complètement, elle est en vigueur. Mais effectivement, pour la mise en application, il y a surtout la question de la formation, les moyens de contrôle, les documents et tout le processus de qualification des chauffeurs. Voilà, donc il y a la loi. Des conseillers à la sécurité, fabrication des citernes et des autres récipients qui transportent. L'obligation d'avoir un conseiller de la sécurité qui est formé, etc. Exactement. Vas-y, Asma, parce que je te presse un peu, Asma, parce que le temps. Oui. Alors, je passe à la dernière question par rapport au contrôle des appareils à pression. C'est un risque majeur de sécurité des multinationales importent des générateurs de vapeur ou autres ASP sans avoir à passer des épreuves hydrauliques, et ce qui engendre des catastrophes. Qu'est-ce que vous en pensez? Si oui, je me permets de répondre. Effectivement, les appareils suppressants, c'est un grand chantier du ministère de l'Énergie et des Mines. Ils sont en train de revaloriser tout l'arsenal juridique parce qu'il ne répond absolument pas actuellement aux critères techniques des nouvelles technologies. Quasiment là où je passe faire des diagnostics, je trouve des anciens appareils suppressants qui sont régis par une réglementation source des fabricants chinois ou américains qui est absolument pas adaptée à la réglementation marocaine en termes surtout de seuil de prouve, seuil des épreuves, seuil de vérification, etc. Je rejoins votre avis. Ouais, je vais compléter sur cette partie-là. En fait, les appareils à vapeur, vous ne pouvez pas les mettre sur le marché si vous n'avez pas une autorisation de mise sur le marché et d'une autorisation d'utilisation. C'est-à-dire, si vous achetez une chaudière,
vous ne pouvez pas la démarrer et l'utiliser si vous ne la déclarez pas au service des mines avec le dossier constructeur, la note de calcul, le certificat d'épreuve, le rapport de visite, etc. Et le service des mines va vous donner une autorisation pour utiliser l'appareil à pression de vapeur. Si vous ne le faites pas, un accident, etc., vous êtes pénalement responsable. S'il y a des morts, vous allez devant un juge. Alors, pour les appareils à pression d'air, à pression de gaz, air et autres, alors c'est un peu différent puisqu'il faut aussi les faire contrôler par un organisme agréé, mais vous n'avez pas l'obligation d'avoir une autorisation, d'accord, d'utilisation préalable par le ministère. Mais malgré que la réglementation, comme a dit Ismail, il remonte à 1953-1955, cette réglementation, elle est quand même contraignante. Le seul problème de cette réglementation, c'est les règles de calcul, notamment ce qu'on appelle le coefficient de soudure. C'est-à-dire que pour calculer l'épaisseur de ces appareils, il y a un coefficient de soudure qu'il faudrait utiliser. Et le coefficient de soudure utilisé par la réglementation des années 50, c'est le coefficient 0,7. Or, lorsque vous utilisez ce coefficient, vous êtes obligé d'utiliser des épaisseurs de tôle qui sont très épaisses. Et donc, ça n'arrange pas les fabricants. Donc, en Europe aujourd'hui, on peut même utiliser un coefficient de fabrication de 1, au lieu de 0,9, etc. Mais il va falloir prouver à travers des techniques modernes de contrôle non destructif de l'acier, de la soudure, etc., que l'appareil tient la route. Et donc, c'est sur ce volet-là, la fabrication des équipements, l'inspection des équipements, qui doit les inspecter, que cette réglementation pose problème. Mais pour revenir à la question, c'est vraiment insoucieux et c'est vraiment irresponsable de la part d'un chef d'entreprise, parce que moi, je ne parle pas des gens qui ne sont pas dans le formel, qui sont dans l'informel. C'est irresponsable d'acheter une chaudière d'utiliser sans la déclarer, obtenir l'autorisation de la démarrer. Idem pour les appareils à pression d'air. À la limite, vous êtes chef d'entreprise, vous ne voulez pas vous casser la tête avec la réglementation, ben vous demandez à votre fournisseur de vous fournir l'appareil à pression avec les documents, avec le certificat d'épreuve, avec le rapport d'inspection, etc. Et malheureusement, ça n'arrange pas les gens au niveau du prix parce que ça va coûter beaucoup plus cher, mais on prend un risque énorme puisqu'on achète ces équipements, ils sont installés, ils sont utilisés pendant plusieurs années, et on ne sait pas quand est-ce qu'avec l'équipement, il peut créer une catastrophe. Et on commence à en avoir. Il y a des vidéos maintenant qui circulent. La dernière qui a circulé, c'est une vidéo de Ain Harrouda où un appareil de GPL a explosé. Il s'est projeté sur une distance pratiquement de 300 mètres, comme un missile. Heureusement, il n'y a pas eu de mort là où il est tombé. Mais il faut vraiment faire attention par rapport à ça, et d'où l'importance de respecter la réglementation. Je te rends l'antenne, Asma. Merci, Salma. Alors, on a une toute dernière question. Là, je passe la question à Simout Tamit. Madame Kautsar nous demande comment renforcer ses connaissances en HSE. Je n'ai pas compris. Répétez la question, s'il vous plaît. Elle demande comment renforcer ses connaissances en HSE. D'accord, OK. Alors, si vous permettez, je vais passer la parole à Simouhsin Kouros. On a une proposition de réponse. D'accord. Je vais partager l'écran, Anna. Je vais partager l'écran et Simouhsin va commenter le slide. C'est bon. On arrive à voir le slide. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour Omar. Bonjour M. Mohamed et bonjour à tous nos participants. Donc, c'est une question très intéressante sur comment développer un petit peu les connaissances en matière de la réglementation HSE. Donc, je pense qu'on a déjà vu au niveau de la présentation comment peut-on réaliser des réglementaires en suivant 3 étapes essentielles. Premièrement, il s'agit d'identifier le périmètre applicable, que ce soit dans le secteur d'activité de l'entreprise existe. Deuxièmement, il s'agit bien sûr d'évaluer la conformité des textes identifiés par rapport à ce que l'entreprise fait dans son domaine d'activité. Et finalement, il s'agit d'élaborer un plan d'action pour qu'on puisse assurer et suivre la réalisation des actions planifiées. Donc, pour cela, on vous propose bien sûr une formation au niveau de notre académie, toujours en partenariat avec le cabinet CETISRAS, qui
vous permettrait bien sûr d'avoir un ensemble de connaissances et un ensemble de compétences pour réaliser une réglementation à HSE et réaliser aussi et élaborer bien sûr une veille réglementaire conforme aux textes et aux lois bien sûr applicables. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question et merci. Alors, juste pour compléter, parce qu'effectivement là, tu as profité pour faire le commercial, mais pour compléter ce que tu as dit, Si Mohsin, effectivement, les formations sont très importantes pour connaître la réglementation et surtout connaître le processus de comment faire la veille, etc. Mais de façon plus générale, pour compléter la réponse aussi, en tant que responsable HSE, si vous voulez compléter vos connaissances, essayez de faire une immersion sur la réglementation. C'est-à-dire, lorsque vous avez un peu de temps, essayez de lire les textes réglementaires. Parce que c'est très important de les lire, de comprendre l'esprit des textes. Et ces textes aujourd'hui sont très disponibles aujourd'hui sur Internet, sont disponibles sur le site du secrétaire général du gouvernement. Alors, bien sûr, les solutions de veille, le processus de veille, ils ne prennent pas donc les textes et ils vous les donnent sur un outil informatique. Ce n'est pas ça le sujet. Les solutions de veille, c'est plutôt de l'accompagnement sur mesure pour que vous puissiez comprendre comment interpréter la réglementation dans le contexte de votre activité. C'est-à-dire comment interpréter les exigences, les articles d'un texte en fonction de votre activité, en fonction de votre secteur, en fonction des produits que vous manipulez, en fonction des équipements que vous utilisez, etc., en fonction du voisinage des fois. Lorsque vous êtes à côté d'un cours d'eau, ou là vous êtes à côté d'une forêt, ou là, etc., à côté d'une aire qui est protégée. Et donc, la meilleure façon de compléter vos connaissances, c'est vraiment de plonger dans la législation pour s'initier au langage, s'initier à la façon dont elle est construite et d'avoir un bagage et de comprendre un peu aussi c'est quoi la différence entre un arrêté, c'est quoi la différence entre circulaire, arrêté. Déjà, l'arrêté, il y a l'arrêté ministériel, mais il y a aussi les arrêtés municipaux. Ils sont très rares au Maroc, mais ils existent aussi. Vous avez les décrets, vous avez les lois, vous avez les daïrs, vous avez la Constitution, vous avez les conventions internationales. Donc, vous devez vraiment maîtriser à de langage et comprendre chaque catégorie, à quoi elle correspond et quelle est la différence avec les autres catégories. En tant que responsable HSE, vous avez l'obligation, la responsabilité d'être très, 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 très à l'aise et très au point par rapport à des sujets. Vous n'avez aucune excuse parce que vous êtes le responsable HSE de l'entreprise, c'est-à-dire le patron qui vous a recruté. Il attend que vous puissiez prendre le sujet en main. Pour lui, il a un responsable HSE. Donc, c'est lui qui connaît la réglementation, c'est lui qui connaît ce qui est applicable sur la partie HSE au moins, etc. Donc, malheureusement, les écoles, ça, moi, je l'avais dit 2-3 fois, certaines écoles, les masters, etc., on ne passe pas suffisamment de temps à la dimension réglementaire. Mais sachez qu'aujourd'hui, l'information est disponible, le savoir est disponible. Et puis, vous avez aussi une autre recommandation. Vous avez des associations qui organisent des séminaires. Vous avez l'Observatoire marocain HSE, vous avez l'AQM, vous avez d'autres associations sur la partie HSE qui organisent des événements. Essayez d'être membre, de networker, de partager. Il y a aujourd'hui des groupes WhatsApp, il y a énormément. Vous avez des groupes sur LinkedIn, il y a énormément aujourd'hui de moyens pour s'informer. Et bien évidemment, essayez de participer à des formations comme celle qui a été présentée par Mohsin, parce que ça, c'est l'occasion pour vous de se frotter à des spécialistes qui vont passer avec vous 2 jours et vous expliquer, pas le contenu de la réglementation Kamla, mais surtout de vous expliquer comment la réglementation est construite. C'est-à-dire, si vous voulez chercher sur l'eau, par exemple, vous voulez savoir qu'est-ce qui s'applique pour vous en matière de législation sur l'eau, vous allez savoir à travers l'analyse de votre activité, l'analyse de vos process, où est-ce que vous allez chercher les textes et à l'intérieur des textes, qu'est-ce qui s'applique à vous. Et après, l'apport du processus de veille et de la prestation de veille, ce n'est pas uniquement d'identifier les textes applicables, mais aussi de vous aider à se conformer. Parce que, je disais tout à l'heure, il y a une interprétation. L'interprétation, elle peut diverger d'une entreprise à l'autre, d'une personne à l'autre, etc. Typiquement, par exemple, moi, je trouve des entreprises, maintenant des éléments d'une réglementation et des articles d'un texte qui ne sont pas encore applicables parce que le texte marche, qui diront non conforme, par exemple, parce que tout simplement, ils n'ont pas travaillé sur le sujet. Et ça, par exemple, c'est une optimisation. Les textes, même s'ils sont écrits dans une loi, d'accord, du moment que le texte d'application n'est pas encore adopté, ils ne sont pas opposables à l'entreprise.
On ne peut pas venir à l'entreprise et nous dire pourquoi tu n'as pas appliqué l'article 4, l'article 10, l'article 12. Parce qu'il n'y a pas le texte d'application. Et donc les articles, même s'ils sont dans un bulletin officiel, ne sont pas encore applicables. Et donc, la conformité, on ne les évalue pas. Et donc, lorsqu'on calcule avec le taux de conformité, les cas présentés les audits, les auditeurs, notamment les audits ISO, ben, il ne faut pas pénaliser l'entreprise et faire peur aux patrons et leur dire « Ah oui, on est à 70% de taux de conformité, alors que les 30 de non-conformité soi-disant, il y a peut-être 10 ou 15% qui n'est pas réellement applicable. » Et donc ça, c'est aussi l'apport, ou en tout cas la valeur ajoutée que vous pouvez avoir dans un échange, dans une formation spécialisée dans le domaine. Voilà, j'espère aussi d'avoir apporté un complément de réponse à la question. Merci, c'est Omar, pour votre réponse. Alors, je vous remercie pour vos questions. On ne peut pas malheureusement répondre à l'ensemble des questions et je tiens en fait à remercier l'ensemble des intervenants, M. Omar Ben Aïcha, Sim Ouattamid, M. Ismaël Zwin et M. Mohsin Kouros. Je remercie également par l'occasion l'ensemble des participants à ce 7e Trust Talk et à bientôt, Inch'Allah, avec le 8e Trust Talk. Si un intervenant a un dernier mot, je vous invite. Un tour de table, je vais commencer. Allez, merci en tout cas d'avoir organisé ça et merci à mes autres co-panélistes pour leur participation et à la prochaine, Inch'Allah. Je vous remercie aussi également. Merci. Micro ديالك سي معتمد مقطوع. Merci à tous et à la prochaine, Inch'Allah. Et j'espère vous voir très bientôt adhérer à cette formation, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci.